Bonjour à toutes et à tous. Merci de m'accueillir parmi vous ce matin. Alors, quand l'école m'a demandé le sujet que je voulais traiter, il y en avait, on pouvait avoir 45 intitulés possibles. Et je me suis dit que devant des jeunes comme vous, cultivés comme vous, parler des modes de vie et de l'évolution des modes de vie m'apparaissait quelque chose d'important parce que je dirais que c'est dans notre sphère de compétences à chacun. Et que les choses étant ce qu'elles sont, il est absolument indispensable, me semble-t-il, que chacun fasse non pas les petits gestes. M. Multon parlait tout à l'heure d'éteindre l'électricité, c'est mieux quand même. Hein. Je ne veux pas dire qu'il ne faut pas faire ça, mais je pense que les enjeux auxquels nous sommes confrontés sont d'une autre nature. Alors, je voudrais tout d'abord revenir un tout petit peu en amont. D'abord pour dire que j'étais totalement en accord avec ce que j'ai entendu tout à l'heure, à 100%. Et remonter un tout petit peu en amont pour voir de quoi on parle. Parce qu'on parle de climat, effectivement, on parle de biodiversité, et on parle des problèmes dits de santé environnementale. En réalité, pour moi, c'est exactement le même sujet. C'est la même chose. Sous des facettes différentes, mais c'est la même chose. Pourquoi ? D'abord parce que le dérèglement climatique a évidemment un impact sur la biodiversité et sur la santé humaine, même si on n'en a pas encore vraiment perçu les effets. C'est-à-dire, la 6e extinction des espèces dans laquelle nous sommes rentrés n'est pas due au dérèglement climatique. Ça veut dire que le dérèglement climatique va s'y ajouter. Mais il a bien entendu un impact, voir ce qui se passe en Australie. À cet égard, je me permets de vous signaler la parution dans Le Monde de vendredi ou de samedi, je ne sais plus, enfin daté de samedi ou daté de dimanche-lundi, un article d'un philosophe australien qui écrit pour expliquer qu'il n'y a plus d'avenir pour eux. Et très franchement, je pense que c'est une réflexion que nous, l'humanité, n'avons jamais eue dans ces termes-là. Toutes les sociétés humaines se sont toujours projetées dans l'avenir. Toujours. De manière différente, avec des croyances différentes, des cultures différentes, mais il y a un avenir. Comment on pense l'humanité sans avenir ? Et c'est ce que ce philosophe écrit en expliquant le phénomène terrible auxquels ils sont confrontés, pour dire pour nous ici, il n'y a plus d'avenir possible. Voilà, je pense que c'est très fort. C'est un papier d'une page. Je me permets de vous conseiller très vivement sa lecture parce que, à mon sens, ça ouvre des horizons pas très prometteurs, je suis d'accord avec vous, mais enfin, néanmoins des horizons intéressants, ne serait-ce que pour la réflexion. Donc, lien entre biodiversité, dérèglement climatique et, bien entendu, santé humaine. Il y a 25 ans, quand j'étais ministre, j'avais demandé à ce qu'on me fasse un rapport sur l'impact du changement climatique en France, 1995. Mes services avaient commencé par me dire que c'était impossible. Enfin, j'avais dit, écoutez, c'est possible que ce soit impossible, mais les Anglais l'ont fait, on n'est pas plus bête qu'eux. Par voie de conséquence, si les Anglais l'ont fait, nous on peut le faire aussi. Donc on l'a fait, c'est sorti en 1999, quand Michel Mouzel était à la tête de la mission effet de serre, parce qu'à l'époque ça s'appelait la mission effet de serre. Et c'est un rapport fort intéressant, très juste, qui consacrait quand même 2 chapitres entiers à la santé humaine, liés au dérèglement climatique, dont un chapitre au hasard sur la canicule. Le rapport était très bien fait, il expliquait exactement ce qui s'est passé en 2002, sauf que personne ne l'a lu comme d'hab avec des rapports, donc c'est parti dans des tiroirs. Voilà, sauf qu'on savait, une fois de plus. Voilà. Donc, tout ça pour dire que ces sujets sont étroitement liés et que ce que nous vivons aujourd'hui est le résultat de notre modèle de développement économique avec la question énergétique et la question chimique. Parce que la question de la santé environnementale comme la question de la disparition des espèces, c'est lié à la chimie et à l'usage qu'on en a fait.
Et par voie de conséquence, comme M. Multon le rappelait, nous sommes une espèce parmi les autres, différente des autres, sans doute parce que nous avons le sens de la responsabilité que nous avons à l'égard des autres. Alors, parfois on peut en douter, vous me direz, oui, je suis d'accord avec vous, mais quand même. Donc on est embarqué sur le même radeau, si je puis dire, que les espèces animales. Et donc c'est très intéressant la réflexion qu'il y a aujourd'hui sur le vivant. Le développement du véganisme, personnellement je ne suis pas végane, mais je comprends l'attrait qu'exerce le véganisme sur de très nombreuses personnes, parce que dans le comportement que nous avons à l'égard des espèces animales, il y a non seulement l'aspect éthique, parce que c'est vrai que pour ceux qui ont visité des élevages en batterie ou des braves porcheries où les animaux sont bien entravés, et je suis en Bretagne, donc j'insiste peut-être un peu lourdement sur ce point, mais c'est une réalité. C'est inconcevable avec une société qui prétend avoir des principes éthiques. Mais il y a tout le reste. C'est-à-dire la pression, et je reviendrai sur la question de l'alimentation tout à l'heure, la pression que ce qu'on appelle notre bol alimentaire, c'est-à-dire ce que nous mangeons, exerce sur l'environnement. Quand vous savez, par exemple, que 60% des céréales aujourd'hui sont consacrées à nourrir les animaux, pas les humains, des animaux de batterie, avec notamment le soja, lequel détruit la forêt parce qu'on détruit la forêt primaire pour planter du soja OGM, qu'on arrose de pesticides, ce qui fait que vous avez notamment au Brésil en ce moment une augmentation des pathologies qui est absolument délirante. Voilà, donc vous voyez, tout est lié. Donc quand on parle, et c'est le premier point que je voudrais que vous reteniez de ce que je voulais vous dire ce matin, le climat c'est majeur, mais il n'y a pas que le climat dans la vie. Il y a le climat, il y a la biodiversité, il y a la santé, ça fait un tout, et il faut penser global, il faut penser le tout. Mon point 2, c'est une interrogation sur depuis quand on sait ça et qu'est-ce qu'on en a fait. Alors tout à l'heure, vous avez fort opportunément rappelé le rappeur Meadows, traduit de manière erronée en français par halte à la croissance. C'était pas ça, c'était les limites de la croissance, le rapport Meadows. Moi, j'ai eu la chance, quand j'étais étudiante, d'écouter Denis Meadows, qui était venu à Sciences Po présenter son rapport en 1972. J'étais en pré-pénal à l'époque, je terminais mes études. Et c'était vraiment quelque chose qui nous apparaissait comme révolutionnaire. On était encore dans les 30 glorieuses quand le rapport Meadows est sorti, il faut se rendre compte de ça. C'est 73 qui a marqué le changement. Mais 72, on était encore en plein dans les 30 glorieuses. Alors donc, c'est pas nouveau. Quant aux affaires de dérèglement climatique, alors il y a certains scientifiques qui en ont parlé il y a très longtemps, à la fin du 19e siècle déjà, mais je dirais que dans les années, fin des années 70, début des années 80, vous aviez tout ce qu'il fallait sur la table. À telle enseigne que j'attire votre attention sur un bouquin très intéressant, vous avez peut-être lu, d'un auteur américain qui s'appelle Nathaniel Rich, qui a écrit un bouquin qui s'appelle « Perdre la Terre ». Je ne sais pas si certains d'entre vous ont entendu ou lu ce bouquin. C'est un bouquin absolument passionnant parce qu'il explique comment, à la fin des années 70, on aurait pu signer les accords de Paris. Alors ce ne serait pas appelé les accords de Paris, ça serait appelé les accords de Stockholm ou de Copenhague ou je ne sais où, parce que c'est là où la conférence était prévue, mais le contenu était le même, voire plus ambitieux. À la fin des années 70, l'administration Carter, alors vous êtes jeune, vous ne savez pas qui était Jimmy Carter, marchand de cacahuètes de son État, qui a succédé à Gerald Ford, lequel avait succédé à Nixon, lequel était parti pour les raisons qu'on sait, lequel avait succédé à Johnson, lequel avait succédé à Kennedy. Voilà, c'était la lignée. Et donc Jimmy Carter, démocrate, était arrivé au pouvoir en 1976, avait commencé par mettre des panneaux solaires sur la Maison-Blanche, 1976, et avait fait faire toute une série d'études qui montraient la catastrophe vers laquelle on allait. Et donc l'administration américaine était totalement engagée à cette époque
sur le sujet, était à l'époque le gardien, entre guillemets, du monde que l'on sait, et avait donc convaincu sans trop de difficultés les Européens à se rallier à une grande convention climat destinée à réduire massivement les émissions de gaz à effet de serre. On est en 79. 79, arrivée de Khomeini en Iran, otage américain, non libéré, élection de Reagan. Parce que l'élection de Reagan, elle est largement due à ça quand même. Hein. Élection de Reagan, et donc le lobby pétrolier à la tête des États-Unis. En l'espace de 3 mois, la messe était dite. La convention n'a jamais été signée. Les panneaux solaires ont été retirés du toit des États-Unis. Exxon a commencé à investir massivement dans toute une série de think tanks qui ont introduit la notion de négato-scepticisme ou négato-climatisme, vous l'appelez comme vous voulez. Enfin, les gens qui ne voulaient pas croire qu'il y avait un changement climatique, puis ensuite qui, voyant les réalités, se sont réfugiés derrière l'idée que les hommes n'y étaient pour rien. Donc c'était la nature qui amenait les dérèglements auxquels nous assistions. Mais c'est très intéressant parce que ce bouquin, qui est un petit livre, hein, c'est 160 pages, explique vraiment bien ce qui s'est passé. Et bon, c'est terrible. C'est terrible parce que par rapport à votre génération, je me dis que ma génération a complètement loupé le coche. Bon, je ne suis pas responsable de ce qu'a fait Reagan, évidemment. Mais enfin, c'est ma génération qui est responsable de tout ça. Donc, on savait, on n'a rien fait. Alors, on n'a rien fait parce que, tout simplement, l'évolution du monde, le renchérissement du coût du pétrole et la dépendance des pays occidentaux au pétrole, le poids du lobby pétrolier, ont fait que bien, nous sommes devenus encore plus addicts qu'on ne l'était déjà avant. Et que, bien entendu, pétrole et gaz, c'est antinomique d'une action contre le dérèglement climatique. On ne peut pas faire les deux. Voilà, donc on n'a pas fait grand-chose. Le problème, c'est qu'au cours de ces dernières années, la prise de conscience est maintenant quand même acquise. Les climato-sceptiques se font quand même beaucoup moins entendre parce que les gens ne sont pas idiots, ils voient bien ce qui se passe et que ce n'est pas pour autant que les vrais changements interviennent. La COP 21 a été un grand succès diplomatique de la France, mais je rappellerai quand même que les accords de Paris, qui sont contraignants dans leur forme juridique, n'ont rien de contraignant à l'intérieur du texte, et qu'il n'y a aujourd'hui que 16% des pays qui ont respecté les engagements qu'ils avaient pris, qui ne sont pas des vrais engagements juridiques, mais disons des promesses, qui en l'espèce n'engagent que ceux qui les croient, pour respecter effectivement un objectif qui nous conduit à 3 petits points, 3,5 degrés. Et l'accord de Paris, c'est 3,5 degrés. Ce n'est pas 1,5 degré. Voilà. Et on a vu le grand succès de la conférence COP 24 qui s'est tenue il y a un mois, c'est-à-dire rien, qui succédait au rien de la conférence précédente. C'est-à-dire que les États, non seulement ne sont pas capables de fixer des objectifs plus ambitieux, mais par-dessus le marché, ne sont même pas capables de respecter ceux qu'ils s'étaient donnés. Et nous, avec. Voilà. Donc, petit panorama. Alors, maintenant, on fait quoi ? On fait quoi ? Je pense qu'en l'état actuel des choses, la seule solution, qui n'est pas une solution de transition. Tout à l'heure, vous disiez que vous n'aimiez pas qu'on emploie le mot de... C'était quel mot vous aviez dit ? Vous n'aimiez pas qu'on emploie... Oui, la planète. La planète, vous avez totalement raison, c'est l'humanité, le vivant qui est en cause. Moi, j'aime pas qu'on emploie le mot de transition. Et j'aime pas trop non plus développement durable, d'ailleurs. Parce que développement durable, c'est ce qui nous a permis, depuis 25 ans, de rien faire. Moi, j'ai fait la première stratégie française du développement durable en 1996. Ah oui, la belle affaire. Qu'est-ce qu'on a vraiment fait de très durable depuis 1996 ? Pas grand-chose. On a fait du développement, mais il n'est pas très durable. Et la transition, c'est pareil. On aurait pu faire de la transition au moment de Carter, oui, ça, on avait le temps.
On avait 20 ans devant nous pour se dire que chaque année, on allait réduire de 1% ou de 2% nos consommations, qu'on allait, etc. Mais là, on a le feu. Donc on ne peut pas faire de la transition. Il faut qu'on pense une profonde transformation. La transition, la politique des petits pas, qu'on ne fait même pas d'ailleurs, elle ne suffira pas. Et donc c'est vraiment dans une interrogation profonde sur nos modes de vie, nos modes d'organisation qu'on peut trouver une solution. Qui n'est pas forcément du moins, et je suis tout à fait d'accord avec ce que vous disiez tout à l'heure, la décroissance, ça ne vise pas les connaissances, ça ne vise pas les relations entre les gens, ça ne vise pas le bien-être, ça ne vise pas tout ça, mais la décroissance, ça vise effectivement l'utilisation des produits énergétiques conventionnels, ça vise la viande, ça vise le plastique, ça vise toute une série de ressources rares dont on ne disposera plus. Vous en avez parlé tout à l'heure, c'est ça. Mais ce n'est pas une décroissance générale de tout, ce n'est pas vrai. Alors, cette profonde transformation, elle repose sur quoi? Bon, d'abord, accepter l'idée de rareté. Vous en avez parlé tout à l'heure, je suis tout à fait sur la même phase, mais rareté de tout. Notamment d'un élément dont on n'a pas parlé encore, je crois, c'est l'eau. Certains disent que l'eau, c'est le pétrole du XXIe siècle. L'eau, vous en avez parlé pour le réchauffement des fleuves. L'eau est un immense problème. L'eau est un immense problème parce que sans eau, il n'y a pas de vie. Or, l'augmentation de la température, plus la pollution, chimique, mais pas que, parce qu'il y a certains pays où on est encore au problème de pollution bactériologique, hein. Et je ne parle pas des médicaments et des hormones et des pesticides qui se retrouvent dans l'eau. La rareté de la ressource eau est une dominante du XXIe siècle. Donc il faut qu'on pense rareté des matériaux, mais aussi rareté de l'eau. Et donc une utilisation beaucoup plus modérée de l'eau, sachant qu'un grand nombre des terriens qui vivent aujourd'hui sont en état de stress hydrique dépassé. C'est-à-dire n'ont pas le minimum vital pour vivre tous les jours. Ce qui pose aussi le problème du type d'agriculture. Quand vous achetez des haricots du Kenya, hein, que j'espère que vous n'achetez pas, enfin que moi je n'achète pas, c'est des haricots verts qui sont produits avec une eau qui est prise sur la culture vivrière, c'est-à-dire qui ne permet pas aux Kenyans de vivre et d'avoir une agriculture locale qui leur permette tout simplement de vivre sur leur territoire, parce qu'il n'y a pas assez d'eau pour tout le monde. Donc la question de l'eau et du partage de l'eau, c'est une question très importante et c'est aussi une question géostratégique. Quand vous prenez les guerres du Moyen-Orient, au pluriel, la question de l'eau, vous la trouvez toujours. Toujours. Quand vous prenez un certain nombre de conflits africains, vous retrouvez la question de l'eau. Parce que quand vous avez notamment des immenses lacs qui ont diminué de 80%, vous n'avez plus de pêcheurs, les agriculteurs ont plus ce qu'il faut pour vivre. Quand vous ajoutez à cela des cultures ou des religions différentes selon ceux qui sont en hauteur et ceux qui sont dans la vallée, eh bien vous avez les conflits que l'on voit se développer dans de très nombreux pays. Donc la question de la rareté, rareté de l'eau, rareté des matières premières, rareté des sols, ça aussi c'est un sujet absolument majeur. On assiste aujourd'hui à un envahissement de l'Afrique qui est grande, qui a beaucoup de territoires par un certain nombre de pays, je pense notamment à la Chine, mais pas que. Madagascar, c'est pareil, qui achètent des territoires absolument immenses pour nourrir leur population. Et ça se fait évidemment au détriment des populations locales, sachant qu'on attend une population africaine de 2,5 milliards d'habitants au milieu du siècle actuel. Donc, le territoire est quelque chose, la terre est quelque chose de rare, surtout la terre que l'on peut cultiver.
Et j'en reviens à la question de l'eau et à la question de la sécheresse. Donc, si vous voulez, on a vécu depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale sur une espèce de profusion illimitée, comme si on n'avait aucune limite à rien. Aujourd'hui, on a des limites à tout. Simplement, ce n'est pas le même modèle économique qui va derrière, que ce soit la production ou la consommation. Et c'est très intéressant de voir dans le monde des entreprises un certain nombre de grandes entreprises aujourd'hui qui ont tout à fait compris ça et qui repensent complètement leur business model pour l'adapter à la rareté et à ce que M. Multon évoquait, qui est la résilience. C'est-à-dire la capacité d'absorber les chocs et de s'adapter. Et votre génération va être probablement la première, peut-être la seconde d'ailleurs, parce que celle d'avant sera peut-être la même chose, à être confrontée à cette adaptabilité qui est très dérangeante, parce que les humains ont aussi besoin de sécurité. Et l'adaptabilité, qui est en fait de la sécurité à long terme, et de l'insécurité à court terme. Donc c'est difficile à vivre. Donc la rareté. Modèle de production, modèle de consommation complètement revu. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de tenants de la thèse de l'effondrement qui entrent dans ce qu'on appelle le survivalisme, c'est-à-dire comment je fais, moi, à ma petite échelle, pour survivre s'il y a 10 degrés de plus, si je ne peux plus m'alimenter normalement, si je ne peux plus me déplacer normalement, etc. Il y a des questions qu'on se pose, qu'on ne se posait pas il y a 10 ans. C'est absolument indéniable. Ensuite, vous avez les questions énergétiques. M. Multon en a parfaitement parlé, donc je n'en parlerai pas. Simplement pour préciser, bon, c'est un parti pris, mais je l'assume, que personnellement, je suis une fan de ce qu'on appelle la décentralisation énergétique, et notamment de l'autoconsommation collective, c'est-à-dire l'autoproduction et l'autoconsommation collective, c'est-à-dire de permettre aux gens, sur les territoires où ils vivent, et ce qui permettra peut-être de ne pas faire en sorte qu'on ait des mégalopoles de 60 millions ou 70 millions de gens, comme on nous les promet, de pouvoir être leur propre producteur d'énergie et leur propre consommateur d'énergie, ce qui redonne une activité économique au territoire, ce qui est une source de pouvoir d'achat, parce que le coût du transport de l'électricité est cher. Si vous l'utilisez là où vous la produisez, la déperdition est beaucoup moins importante, évidemment, et vous n'avez pas le coût du transport. Je rappelle quand même que nos braves centrales nucléaires, braves entre guillemets, produisent, quand elles produisent 100, il en reste 33 à l'arrivée. Hein. C'est-à-dire qu'on perd les 2 tiers en cours de route. Ce n'est pas très intéressant. Donc, effectivement, le solaire est très probablement une voie extrêmement prometteuse, mais aussi la biomasse, mais aussi l'éolien. Ça dépend des endroits où vous êtes, bien entendu. Et chaque territoire, et c'est ça qui est intéressant, peut monter ses propres réseaux en associant les communes, ou communautés de communes, villes, les entreprises et les habitants. Et à cet égard, je ne vais pas parler droit, mais si vous me posez des questions tout à l'heure, je vous y répondrai, mais quand même un tout petit point qui est intéressant. Vous avez une série de directives qui ont été votées au niveau communautaire entre décembre 2018 et juin 2019 sur l'efficacité énergétique, les énergies renouvelables, les réseaux d'électricité, etc. Il y en a une qui est particulièrement intéressante, c'est celle du 11 décembre 2018, qui est une directive qui enjoint aux États membres, avant 2021, donc l'année prochaine, de mettre en place tous les outils nécessaires à la massification de l'autoconsommation collective et à la création de ce qu'on appelle des communautés locales d'énergie. La loi du 8 novembre 2019, dite Petite Loi Énergie, qui a été votée, enfin qui fait quand même 70 articles, j'ouvre une parenthèse, c'est quand même mieux que la loi mobilité qui fait 170 pages au journal officiel. On est vraiment tombé chez les fous. Hein. Parce que 170 pages de loi, c'est délirant. Ça veut dire que ça va faire 30 000 pages de décrets, truc comme ça. Bah oui,
c'est pas possible, quoi. Enfin bon, j'ai ouvert la parenthèse, j'ai refermé. Bon, c'est complètement en rebours de ce que nous avons chez nous. Nous, on a une énergie centralisée avec 57 réacteurs qu'EDF ne veut pas fermer, qui veut maintenir jusqu'à 60 ans, 70 ans, 80 ans, je ne sais pas combien d'années, jusqu'à ce qu'il y en ait une qui pète et qu'à ce moment-là, on arrête le système. Mais en attendant, on a un retard massif dans le développement des énergies renouvelables. Quand j'étais ministre, on était à 13%, 25 ans plus tard, on est à 16%. Dans le même temps, l'Allemagne, qui était à 5%, est passée à 40%, cherchez l'erreur. Donc, on va assister, si la France transcrit convenablement les textes, à une révolution locale. C'est-à-dire que chacun va pouvoir monter sa société, enfin, chacun au niveau territorial, j'entends, sa société de production d'énergie renouvelable, cela partagé, sans être obligé de payer des taxes, des redevances, des coûts qui sont disproportionnés parce que tout simplement c'est interdit. Et qu'on ne peut pas refuser les raccordements parce que c'est interdit, etc., etc. Donc, si nous appliquons ce texte, nous allons avoir une révolution énergétique en France. C'est pour ça que je suis très dubitative sur la manière dont on va la transcrire. J'attends, avec un petit sourire aux lèvres, voir ce que nos brillants ingénieurs des mines vont nous pondre pour éviter d'avoir appliqué ça. Parce qu'ils vont essayer. Ensuite, il ne faut pas qu'ils y arrivent, mais voilà. Donc ça, c'est quand même très intéressant parce que c'est une nouvelle organisation territoriale qui se met en place. Ensuite, vous avez toute l'organisation de la ville, les transports. C'est très intéressant de voir, on est à quelques semaines des municipales, combien les villes essayent de rivaliser en propositions pour changer les modalités de transport à l'intérieur de la ville. Je crois qu'on a commencé à comprendre. Alors à Paris, c'est un peu la révolution. Moi, j'ai un peu participé au combat de des voies sur berge, qui a été quand même très chaud. Maintenant, nous avons beaucoup de pistes cyclables, on n'en avait pas du tout, donc tout le monde râle, mais il n'empêche qu'on peut circuler à vélo dans Paris, alors qu'avant, il fallait vraiment être kamikaze. Là, maintenant, ça commence à être raisonnable. Donc, les transports en ville changent, mais il n'y a pas que le transport. C'est en fait toute la conception de la ville, des bâtiments, de l'énergie dans les bâtiments, chaud et froid, parce qu'on pense chaud, mais il faut penser froid. Parce qu'on est l'hiver, il ne fait pas très froid, mais il fait très chaud. Donc la climatisation monte en masse, sauf que les produits qu'on utilise pour refroidir sont des gaz à effet de serre terrifiants, très 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 importants. Et donc de penser une climatisation qui va devenir nécessaire, parce qu'on peut avoir des procédés de rafraîchissement, mais quand vous êtes à 45 degrés, ça ne suffit pas. Qui vont pouvoir se faire avec du solaire et qui vont faire l'impasse sur l'utilisation d'éléments qui seraient très émetteurs de gaz à effet de serre, c'est un vrai sujet. Donc il ne faut pas oublier le froid, très important le froid. Donc la vie en ville, les bâtiments, effectivement, on le rappelait tout à l'heure, rénovation des bâtiments, on devrait en faire 500 000 par an, on n'en fait même pas 250 000. La loi du 8 novembre dont je parlais tout à l'heure fixe un certain nombre d'objectifs, mais c'est remis à loin. C'est-à-dire c'est 2028 pour atteindre le maximum de, alors je ne sais plus le chiffre, je crois que c'est 33 000, je ne veux pas dire de bêtises, je ne sais plus, il y a un chiffre qui figure dans la loi, par mètre carré par an, maximal. C'est pour 2028. Mais dès 2022, pour ceux qui n'atteindraient pas l'objectif, il va falloir le dire dans les projets de baux et de vente. Donc c'est un petit... Enfin, vous voyez, 2028, c'est vraiment très très loin, quoi. C'est dans 10 ans. C'est pas du tout au niveau de ce qu'il faudrait faire. Puis les aides ont beaucoup diminué. Enfin, l'État ne s'y met pas du tout. Donc, je pense qu'il faut se tourner vers les collectivités territoriales qui sont... pressurisés par l'État ou pressurés, comme vous voulez, donc qui ont de moins en moins de moyens, mais enfin, c'est quand même dans les villes qu'on voit arriver les choses les plus intéressantes et qui sont concrètes. On n'est pas dans le laïus, on n'est pas dans le baratin, on est dans la réalisation de quelque chose. Donc la vie en ville et la vie à la campagne, ou dans la rurbanité, c'est-à-dire autour des villes.
Donc, question des déplacements, et tout le débat qu'on a eu avec les Gilets jaunes sur le problème de l'essence est un sujet très important. Est-ce qu'on va arriver à avoir d'abord des formes nouvelles de transport style autopartage qui marchent à la campagne aussi? Alors, ce n'est pas évident à monter. Est-ce qu'on va aller vers des véhicules automobiles électriques rechargés localement par des ombrières et à des prix possibles pour permettre le déplacement à la campagne? Comment est-ce qu'on organise le télétravail? C'est-à-dire comment est-ce qu'on va, et le travail est interpellé, comment est-ce qu'on va aller vers du développement massif de télétravail, ce qui veut dire d'avoir les outils Internet et les réseaux suffisants à domicile à la campagne, et permettre à la personne d'aller une fois par semaine dans son bureau pour rencontrer les autres, parce que c'est quand même important, et ensuite pouvoir télétravailler. Tout ça est une transformation extrêmement importante et qui touche aussi le travail. Il y a tout le volet éducation, tout le volet alimentation. J'y faisais une allusion tout à l'heure. On ne peut pas continuer comme on mange aujourd'hui. C'est pas possible. Et tout simplement, c'est pas possible parce que l'humanité ne peut pas avoir le bol alimentaire de l'Occident. Et l'Occident ne peut pas continuer à prétendre avoir un bol alimentaire différent des autres. C'est pas possible. Ça veut donc dire qu'il faut aller vers une égalisation des conditions d'alimentation, ce qui veut dire effectivement réduire massivement tout ce qui est viande. Je ne dis pas ne plus en consommer du tout, il y a des gens qui aiment la viande, et on peut faire de l'élevage dans des conditions très correctes, mais pas massif comme on le fait aujourd'hui, ce qui permettra de récupérer des terres, qui permettra de développer une alimentation à usage humain, fondée sur des céréales, des fruits, des légumes, une alimentation plus végétarienne. Ça peut être aussi des poules, à la condition de ne pas les faire vivre dans des conditions épouvantables pour avoir des œufs. Voilà, mais tout ça implique de repenser tout à fait différemment et pas du tout sur le modèle que nous avons actuellement, qui est un modèle qui a été pensé par l'agrochimie, qui fait un continuum entre les engrais, parce qu'évidemment les terres elles crèvent de tout ce qu'on leur met, la semence, le pesticide qui va bien, rongicide, raticide, fumicide et tout ce que vous voudrez, tous les cides possibles, qui veut dire tuer quand même, il ne faut pas oublier. Les mots avec cide au bout, ça veut dire tuer. Pas oublier ça. Ça tue le vivant, donc c'est pas bon pour l'humain qui est un vivant. Je veux dire, c'est tellement évident. Enfin, ça va bien en le rappelant. Et donc, vous avez la chaîne complète. Et nos agriculteurs, malheureusement, sont entrés dans ce système et ont beaucoup de mal à en sortir. Ils ont beaucoup de mal à en sortir parce que c'est un tout. Et qu'en plus, ils sont complètement étranglés financièrement par ce système. Songez que les subventions communautaires en France sont à peu près le même niveau que le chiffre d'affaires de l'agrochimie en France. C'est à peu près la même chose, même niveau. Voilà, donc c'est bon pour la santé, c'est bon pour la terre, c'est bon pour les animaux, et c'est bon pour tout de changer le bol alimentaire et de manger différemment. Et puis, derrière tout ça, c'est l'éducation. Alors l'éducation, vous êtes des étudiants, un peu particuliers, mais des étudiants quand même. C'est absolument essentiel. La question de la connaissance, de la compréhension, de la construction d'un nouvel imaginaire pour rendre les choses souhaitables, je reviens à ce que je disais tout à l'heure sur l'avenir, rendre les choses souhaitables, avoir envie. Si on n'a pas envie, si ça ne nous paraît pas désirable, cet avenir-là, on va continuer à traîner des pieds. La construction de l'imaginaire qui va avec ce nouveau mode de vie, c'est quelque chose d'absolument central. Si on n'a pas ça, on n'y arrivera pas. Et c'est vous, les jeunes, qui avez la clé de la solution là-dessus. Parce que c'est à vous de dessiner un avenir qui vous va. Et on voit avec le mouvement, la montée en puissance des Climates
l'importance que ça a. Et regardez la violence qu'a subie la petite Thunberg, qui s'explique précisément par la remise en cause qu'elle porte en elle d'un système. Et quand vous regardez d'où viennent les attaques les plus violentes, vous voyez que ce n'est pas très éloigné de ceux qui sont climato-sceptiques ou climato-sceptiques déguisés, même pas repentants. Donc, si j'ai pris ce sujet, c'est précisément parce que je voulais vous dire qu'on ne peut plus attendre des États, on n'a pas le temps d'attendre des États ce qu'il faut faire. C'est nous, dans les différentes organisations auxquelles nous appartenons, pas tout seuls dans notre coin, mais nous en entité, nous en université, nous en ville, nous en commune, nous en entreprise, nous en ONG, de prendre en main et de changer. Et d'avoir envie de ce changement, et d'avoir envie de le partager. Parce que c'est notre condition de survie, c'est notre peau qui est en jeu. C'est vrai qu'il y a des scénarios qui imaginent qu'on soit 500 millions sur Terre à la fin du siècle. C'est vrai que les scénarios nous conduisent à des scénarios de guerre et de violence terribles. Parce que quand les gens ont faim, parce que quand les gens ont soif, parce que quand les gens sont obligés de fuir, qu'il y a des grandes migrations, vous avez forcément des guerres. Vous avez forcément de la violence. On est probablement encore dans les moments où on peut peut-être éviter ça. Alors, je terminerai en vous disant, ne refaisons pas ce qu'a fait Reagan en 80. On peut faire, on a tous les outils, on a les scénarios, on a les technologies. Je n'ai pas parlé des nouvelles technologies de l'information et de la communication qui sont évidemment très importantes, à condition de ne pas sombrer dans la géo-ingénierie et chez les géotrouve-tout qui nous promettent un avenir radieux parce qu'on va être capable de capter le CO2 dans l'espace. On n'en sait rien du tout si on sera capable de le faire. Et puis même si on est capable de le faire, on ne sait pas les effets secondaires que cela pourrait avoir. Comme ITER, on s'en fout d'ITER. Moi, j'ai toujours voté contre au Parlement européen. D'abord, on en est déjà à 10 milliards pour voir si ça marche quelques secondes, pour en faire un deuxième au Japon qui ne le fera jamais parce que les Japonais ne veulent pas, pour en faire un troisième qui, lui, serait le vrai prototype. Et chaque fois, on reporte de 10 ans en 10 ans la réalisation du premier, c'est-à-dire chez nous à Cadarache, où en plus, ça nous coûte une fortune, à nous Français, parce qu'évidemment, on est les gros payeurs de l'opération, puisque c'est chez nous que ça se passe et qu'on le voulait, à toute fin. Parce que même si ça marchait, on a 10 ans, là, pour changer. On n'a pas 50 ans. Et ITER, même si ça marche, c'est pour dans 50 ou 60 ans, quand vous serez grand-mère et grand-père. Donc, il y en a des choses à faire avant. Et notre argent, il serait quand même beaucoup mieux placé dans du développement de renouvelables, dans de l'efficacité énergétique, dans la sobriété énergétique, dans de nouveaux moyens de déplacement, dans les bâtiments, dans l'aide aux agriculteurs pour qu'ils changent leur modèle, etc., etc. On n'a pas beaucoup d'argent, qui est rare aussi. Enfin, pas, ça dépend où. Hein. Bon. Mais enfin, l'argent public est rare, lui. Donc, voilà. Je crois que c'est avec toutes ces entités-là qu'il faut travailler. Et que c'est elles qui dessinent le nouveau monde. C'est plus les États. Parce que les États, ils sont sous une emprise de quantité d'intérêts généraux qui sont totalement contradictoires, sous la pression de lobby, sous la pression de chantage permanent à l'emploi. Et c'est comme ça qu'on sacrifie les emplois du futur à quelques emplois du présent dont on sait en plus qu'ils vont disparaître. Vous savez, c'est l'histoire des... Vous connaissez l'histoire des vendeurs de bougies? Vous connaissez l'histoire des vendeurs de bougies? Les vendeurs de bougies, quand on a inventé l'électricité au XIXe siècle, ils ont défendu la bougie. C'est bien normal, ils étaient vendeurs de bougies. Et on les a aidés à défendre leur gagne-pain, c'est-à-dire la bougie. Mais qui a gagné à la fin de l'histoire? C'est la bougie ou l'électricité, à votre avis? Bon. Et qui a gagné à la fin de l'histoire? Les gens qui bossaient dans l'électricité ou les gens qui bossaient dans la bougie, à votre avis? Donc, voilà. On ne
passe pas à l'électricité en bricolant la bougie, on ne passe pas au nouveau monde en bricolant l'ancien. Je vous remercie.